On évoquait tout à l'heure avant la pause la situation du Nigeria où 18 personnes étaient tuées au cours du confinement. On va dire la même chose concrètement par rapport au Togo. Le Togo, il n'y a pas de confinement, mais là c'est un couvre-feu. Et un mort a été signalé dans un quartier pour beaucoup de personnes. Eh bien, ce mort, c'est le 6e lié au Covid-19 au Togo, puisque le coronavirus lui-même, il a fait 5 morts officiellement. D'autres accusent directement les forces anti-pandémie d'être plus dangereuses que la pandémie elle-même qui décime le monde. En tout cas, la bavure policière, une supposée, parce qu'on va mettre tout ça au conditionnel, a conduit au décès d'un jeune homme, d'un jeune homme dans un quartier de Lomé. Sur la toile, plusieurs ont été scandalisés par la nouvelle du décès du jeune homme battu à mort par les forces de l'ordre dans le quartier d'Avedji Limousin, avec la dernière sortie du ministre de la Sécurité qui a appelé les forces anti-pandémie à plus de professionnalisme. Jusque-là, moi, j'ai mis tout ça au conditionnel parce qu'on n'a eu aucune réaction officielle des forces, en tout cas de la police, ni du ministre de la Sécurité. Mais Vivien, vous en savez quelque chose? Qu'est-ce qui se serait passé? Oui, je crois qu'on peut effectivement dire ce qui se serait passé, parce que nous avons eu au niveau de notre rédaction à faire les recoupements. Nous avons eu à contacter la famille, à rencontrer la famille et à en savoir plus sur ce qui s'est passé. Au niveau de la police aussi, il y a 2 versions, en attendant que le cabinet du ministre de la Sécurité se prononce clairement sur la situation. Suivant nos recoupements, le samedi 11 avril, je crois, dans la soirée, après 20h, un jeune homme du nom de Geli Kodjoche David, il serait âgé d'une 40aine d'années, il a 3 enfants et 2 femmes, et il travaillerait dans la zone franche, donc il vit à Dakpame, mais il était parti faire un petit job, suivant les informations, à Zanguera. Il en a profité pour voir l'une de ses 2 femmes. Et donc, je crois qu'il a été pris par le temps, apparemment. Et de toute façon, il est arrivé dans la zone de Avedji Limousin après 20h. Oui. Donc, il aurait eu altercation avec les forces de l'ordre de sécurité qui seraient de patrouille dans la zone, dans le cadre du couvre-feu. Alors, suivant les versions de sa femme légitime ou de la première femme, c'est que le monsieur serait parti effectivement à Zanguera et devrait rejoindre encore à Dakpame. Donc aux alentours de 19h, elle a commencé par appeler. Bon, elle a insisté aux alentours de 20h30, 21h allant. Un autre aurait pris son portable pour lui répondre que la première version, c'est que son monsieur aurait fait un accident aux alentours de Avedji Limousin. Bon, alors, elle a insisté. Bref, le lendemain, elle a pu se rendre à l'hôpital. Le monsieur n'est pas mort en même temps à Avedji Limousin, suivant les versions qui circulent sur les réseaux sociaux. Suivant la famille, ce n'était pas ça. Mais au niveau du CHU, Sylvanus Olympio, le monsieur serait décédé. Bon, les effets du monsieur sont dans un commissariat de la place, à savoir sa moto, et puis aussi un ordinateur portatif, plus d'autres documents. Curieusement, suivant la famille, il n'y a pas de traces d'accident sur la moto. Par contre, quand la famille a vu le corps, il y a des séquelles de coups, et puis aussi ses testicules seraient touchés, sûrement par des coups de bâton, de matraque. Donc aujourd'hui, il y a 2 versions au niveau de la police, puisque certains policiers racontent que c'est suite à des altercations que le monsieur aurait piqué une crise et donc il serait mort. Ben, la première version qui a été servie, c'est que le monsieur aurait fait un accident ou aurait piqué une crise sur sa moto et serait tombé. Mais ce qui est clair, et ça on a vérifié, c'est que c'est les sapeurs-pompiers qui ont été appelés pour le transporter et qui l'ont transporté effectivement pour l'hôpital. Donc, il est mort, il s'appelle Geli, et voilà. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire à 100%
ce qui s'est passé, mais on sait que c'est suite à une altercation, comme certains policiers l'ont si bien dit, avec des agents qui étaient de patrouille dans le cadre du couvre-feu. Le monsieur n'a pas été frappé avant 20h. Effectivement, c'est pendant l'heure du couvre-feu que le problème se serait passé. Voilà ce que nous avons pu avoir comme information. Effectivement, nous attendons la version officielle du cabinet du ministre qui sera servi, je crois, d'ici quelques peu. Justement, Rick Johnson, le cabinet du ministre de la Sécurité, qui est très prompt à réagir. Jusque-là, ça fait déjà 2 jours, aucune réaction. C'est difficile de faire des analyses sans réaction officielle. Mais oui, c'est clair. Nous, en tant que professionnels des médias, on attend toujours la version officielle et après nous faisons nous-mêmes nos recoupements et après on fait une analyse, on met à la portée des populations et chacun essaie de voir, essaie de conclure. Mais par rapport à cette situation, je dis, si c'est un mort pendant le couvre-feu, c'est déjà un mort de trop. Ouais. Et il faut forcément éviter cela. Pour éviter cela, d'abord, il faut que nos forces de sécurité travaillent avec beaucoup de professionnalisme. Parce que ce n'est pas seulement le seul cas de bavure policière dont on a parlé. Et au premier jour de ce coup-feu-là, il y a eu déjà des situations que le ministère de la Sécurité a déploré et a promis quand même des sanctions vis-à-vis des agents qui ont commis ces forfaits. Je me dis que si on en arrive à un mort, il faudrait que le ministère de la Sécurité situe les populations et que des sanctions soient prises vis-à-vis des agents qui auraient commis ce forfait. Toutefois, je me dis qu'il faudrait que les populations aussi essaient, dans la mesure de leurs difficultés, de suivre ce coup-feu-là pour que ces situations n'arrivent plus. C'est vrai, à certains moments, il y a des obligations pour lesquelles les gens sont obligés de sortir de chez eux. Mais dès qu'il y a un agent de sécurité en face de soi, il faut adopter quand même un comportement civique. Parce que c'est des gens qui nous protègent. Quand vous les voyez, la première des choses, c'est pas de courir, c'est pas de bomber le torse pour dire que qu'est-ce qui se passe et tout ça. Non, il faut essayer d'expliquer les raisons qui vous ont poussé à sortir. Je ne pense pas que ces gens-là soient aussi des sauvages pour ne pas écouter et réagir comme des inhumains. Il faudrait faire en sorte qu'il y ait un dialogue. Mais on a eu beaucoup de situations qui ont été décrites. Il y a même, par exemple, je pense, le cas d'un confrère qui disait également qu'il était sorti de chez lui. Où les forces de sécurité, d'après ce qui a été dit, n'ont même pas tenté d'ouvrir la discussion, n'ont posé aucune question. Oui, justement, c'est là où le commandement doit encore faire son travail pour que les agents sur le terrain soient plus professionnels. Je ne sais pas ce qui peut se passer pour que l'on refuse quand même d'écouter un citoyen qui a été obligé de sortir de chez lui pendant un coup-feu. Qu'est-ce qui peut se passer? Mais maintenant, ce que nous disons, il faut que l'on nous situe toujours face à toutes ces situations. Et ça, c'est le travail du ministère de la Sécurité qui couvre cette opération de coup-feu. Je me dis, avec le décès de ce jeune homme, il y a plusieurs versions. Quand vous lisez les papiers sur la toile,
vous avez deux ou trois versions déjà. Et ce que Tommy vient de dire, c'est une autre version. Ça veut dire que les versions ne sont pas concordantes pour qu'on dise aujourd'hui clairement, avec précision, que la faute est à tel ou à tel autre. Toutefois, là où on peut être d'accord, c'est que le citoyen est sorti au-delà de 20 heures. C'est-à-dire en période de coup-feu. Et c'est ça qu'il faut déplorer. Restons chez nous pendant le coup-feu et on est quitte. En même temps, il est aussi très difficile de complètement dédouaner la police. Oui, je rappelle que le corps du jeune homme est toujours à la morgue. Il n'a pas encore été enterré. Et je crois que le plus simple serait d'aller à une autopsie qui va dire avec exactitude ce que l'organisme a eu avant le décès. Et il y a aussi les sapeurs-pompiers qui ont un cahier et qui retrace ce pourquoi on les a appelés, qui a appelé et pourquoi ils ont été appelés. Parce qu'au niveau de la famille, ils sont tracassés par une chose, c'est que depuis que la famille appelait le numéro du monsieur, c'était des agents de sécurité qui prenaient, mais à aucun moment, personne n'a pris un autre numéro pour les appeler. Bon, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, le constat est là. Il y a quand même un mort d'homme. Et c'est comme le dit Eric, il faudra regretter et puis dénoncer chaque fois qu'il y a mort d'homme, quelles que soient les circonstances. Je crois qu'aujourd'hui, le problème aussi, c'est que ça fait partie de notre culture, malheureusement. Au Togo, on est habitué à un système que les civils ont peur des hommes en uniforme, dans la grande majorité des cas. Si bien que, quel que soit le cas, on préfère s'éclipser. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'au niveau des hommes en uniforme aussi, ils ne donnent pas du temps aux civils de s'expliquer. Ils haussent le ton et le civil, effectivement, va paniquer et des fois, ça dégénère. Vous savez, on peut surtout qu'eux, ils sont souvent en plus grand nombre. En plus grand nombre, et puis ils ont les armes. Et vous savez, dans un moment de confinement ou de couvre-feu, en principe, les citoyens ne devraient pas sortir, sauf s'il y a urgence. Et s'il y a urgence, normalement, dès que tu vois les forces de l'ordre, de sécurité, tu dois t'identifier et expliquer à haute voix et avec respect le pourquoi tu es sorti. Oui, mais normalement, moi je sais que nos forces de sécurité reçoivent une très bonne formation. Il y a même des formations sur le respect des droits de l'homme et tout. Mais lorsque vous êtes dans une patrouille, vous avez quelqu'un, c'est vous qui devez poser des questions. Peut-être je suis sorti à 21h, à 22h parce que j'avais besoin d'acheter un médicament. En situation de couvre-feu, il y a quelque chose à la maison, vous devez engager la discussion. C'est pas avec des matraques, avec leurs trucs qu'ils tiennent là, qu'on va discuter. Ça, c'est ce qui devrait se passer normalement et à temps réel. Sauf que dans le cas actuel, il ne faut pas oublier aussi que nos amis des forces de l'ordre et de sécurité, des fois, sont stressés dans la nuit. Et oui, mais c'est eux qui ont choisi le travail. C'est eux qui ont choisi le travail. C'est pas. On ne les a pas pris forcés pour les habiller. Ils ont choisi d'être aussi une question. Non, c'est pas que je veux les dédouaner. Et peut-être aussi une question d'habitude. C'est-à-dire que généralement, celui qui est en uniforme, c'est lui le tout-puissant. Malheureusement. Il va falloir qu'il comprenne que l'uniforme qu'il porte, c'est notre agent qui a cousu ça. L'arme qu'il tient, c'est notre agent qui l'a acheté. Il faut qu'on le fasse comme les Américains l'ont fait. Si je suis civil, je vois des forces de sécurité, je suis sorti peut-être pour acheter des médicaments à la pharmacie, tu lèves le produit en l'air et tu parles, tu leur dis, voilà, j'étais parti acheter un médicament, excusez-moi, ainsi de suite, et normalement, ils devraient t'écouter. Ensuite, les forces de sécurité, avant de commencer par lever le bâton aussi, devraient d'abord poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Généralement, ça se complique quand... En même temps, pour chuter, s'il te plaît. Généralement, ça se complique quand la personne est à moto. Quand la personne est à moto, les forces de l'ordre ont tendance à poursuivre automatiquement la personne et les civils aussi ont tendance à s'éclipser et ça dégénère. Ça dégénère. En même temps, je voudrais juste rebondir un peu par rapport à ce qu'il dit. L'un de nous, toute idée de dédouaner les forces de l'ordre, mais vous savez qu'en cette période-là,
on a libéré les frères prisonniers. Mais ces gens-là, ils vivaient de quoi? De vol. Ouais, de petits larcins. Et ils ont repris service. Le premier jour de couvre-feu, enfin, dans le quartier Agoué, mais ils sont allés chez une dame. Le premier jour, à 20h, quand les gens ont commencé par rentrer chez eux calmement, mais ils sont rentrés dans la maison. La dame a dû crier et les voisins ont été obligés de sortir et ils ont pu arrêter un parmi eux. Ils étaient nombreux. On a arrêté un et on a attendu l'arrivée des forces de l'ordre pour pouvoir l'envoyer à la gendarmerie. Donc, c'est des situations La police togolaise aussi a arrêté 3 ou 4 personnes avec des motos volées. Voilà. De même que la police ghanéenne a arrêté aussi des hommes avec des motos volées au Togo et vice-versa. C'est des situations aussi qui font que très souvent, les forces de l'ordre sont obligées de réagir tout de suite pour, si tu n'es pas voleur... Non, ils ne devraient pas, peut-être ils sont habitués. Oui, mais pour ce que nous voyons ailleurs, lorsque vous avez quelqu'un devant vous qui manifestement n'a pas d'arme, vous devez engager la discussion, bien sûr à une certaine distance. C'est quand peut-être la personne représente une menace que vous sortez peut-être votre arme pour le mettre en joue, pour lui faire comprendre que je peux tirer. Mais là, on a des gens qui, systématiquement, la première conversation, c'est la matraque. Nous disons la même chose, parce que nous parlons du professionnalisme de nos forces de sécurité. Quelle que soit la situation aujourd'hui, vous retrouvez quelqu'un dans la rue au-delà de 20h, lors de couvre-feu, vous l'amenez au poste. Au poste, oui. Le commissariat le plus proche. Tout simplement, et le lendemain, vous réglez son problème. Si c'est un voleur, vous le saurez là-bas. Mais si c'est un malfaiteur, vous le saurez. Mais si c'est un citoyen normal qui, pour certains besoins est sorti, vous le saurez. C'est là où nous parlons du professionnalisme de nos forces de sécurité. Toutefois, il faudrait que... Alors, je vais vous arrêter juste un moment. On va aller à la courte pause et on revient après continuer.